bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur ce programme Leader d'Afrique qui reçoit pour votre grand bonheur ce soir Alioune Gueye, que je vous laisserai le soin de vous faire présenter à travers l'édito signé Maktar Sylla. 31 ans d'expertise, d'entrepreneuriat, de gestion. Et pourtant, nul ne pouvait imaginer un tel parcours pour cet universitaire, docteur en sciences de gestion de Paris-Sorbonne, et naturellement disposé et prédisposé à l'enseignement. Arrivé au Maroc en 1993 à l'appel du groupe marocain Réseau Éducation, qui a un portefeuille de 8 écoles privées de management, l'ambiance et le climat auront fini d'enraciner Alioune Gueye, ce Sénégalo-breton, devenu directeur général du groupe au royaume chérifien qu'il venait de découvrir. Quoi de tel que ce pays aux multiples infrastructures adéquates aux confins de l'Afrique et de l'Europe pour accueillir il y a 22 ans Afrique Challenge, sa société dédiée à l'accompagnement des entreprises en Afrique subsaharienne. Afrique Challenge, comme son nom l'indique, passe largement entre l'organisation de forats professionnels sur le continent, la formation ou encore, et oui, le rapatriement sanitaire. C'est tout naturellement que plus de 2 milliers d'entreprises ont recours à ces conseils et prestations. Allons à la découverte d'un leader d'Afrique pour le moins discret. Alioune Gueye, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission Leader d'Afrique. Alors, vous êtes le président directeur général du groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose, et vous êtes également co-initiateur de Happy Coders Academy, la première école de programmation informatique, un établissement qui initie les enfants âgés de 4 à 15 ans au codage ainsi qu'à la robotique. À cette présentation, qu'ajouteriez-vous ? Bonjour, déjà merci en tout cas pour le privilège d'être invité dans cette belle émission. Je pense qu'un des sujets qui a aujourd'hui une priorité au terme de plus de 20 ans d'entrepreneuriat, c'est aussi, je pense, la dimension Hub Africa, puisque c'est une structure que nous avons créée sous le nom de NGE Impact, Next Generation Entrepreneurship Impact, il y a maintenant 10 ans, parce qu'on considère que un des vrais sujets sur le continent aujourd'hui, et je pense que la phase dans laquelle nous entrons aujourd'hui post-Covid, en tout cas pour ceux qui vont être déconfinés le plus tôt, ça va être la question justement de l'entrepreneuriat. Pour une raison bien simple, c'est que on comprend qu'aujourd'hui, c'est grâce à la vitalité créatrice, à l'ingéniosité, à l'inventivité de nos jeunes, alors, que ce soit des startups ou dans un autre cadre, peu importe. Je pense que c'est ce qui va faire la différence. Et donc, nous avons créé, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, cette structure pour pouvoir à la fois faire la fête aux entrepreneurs, mais créer une plateforme qui permette à la fois sur le continent et la diaspora de mobiliser ces énergies et donner envie d'entreprendre parce qu'on pense que ça va être la prochaine frontière. Alors, au bout de 10 ans, quel est le retour que vous en avez satisfait ? Oui, c'est vraiment extrêmement satisfait. Donc, quand nous avons démarré en fait la première édition, c'était un peu dans une idée du salon des entrepreneurs. C'est vraiment dans l'idée on célèbre les entrepreneurs. Déjà, il y avait pratiquement près de 10 000 participants. C'est énorme pour une première fois. Ça s'est confirmé les années qui ont suivi. Et depuis 4-5 ans, on a pensé que c'était important qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons plutôt adopté ce terme de plateforme pour mettre autour de la table et de la question de l'entrepreneuriat les différentes parties prenantes. Alors bien sûr, c'est d'abord les entrepreneurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi toutes les structures d'accompagnement. C'est les structures de financement. Et du financement, ça peut être des venture capitalistes, ça peut être des fonds d'investissement. C'est également des institutions qui ont un rôle à jouer ou qui jouent déjà un rôle pour pouvoir stimuler l'acte d'entreprendre, accompagner pour faire grandir donc les startups de manière à les voir donc se développer. Et donc, ce qui est satisfaisant, c'est le fait que
Aujourd'hui, on voit qu'on arrive à drainer plus encore de monde autour de nos activités. Alors c'est vrai qu'il y a une date où il y a un moment, si on peut dire, un momentum où les acteurs se retrouvent physiquement à Casablanca lors de Hub Africa, on appelle ça Hub Africa, mais c'est la fête toute l'année puisque nous faisons un tour des principales capitales africaines. On en fait 15 pour l'instant. Compte tenu de la pandémie, nous les aéroports sont fermés, donc on est un peu pénalisé en termes d'agenda depuis maintenant 4 mois. Mais pour autant, nous avons déjà fait le Rwanda, nous avons fait la Côte d'Ivoire, nous avons fait le Ghana, nous avons fait le Kenya. Il nous reste à faire donc le Nigeria, l'Éthiopie, le Sénégal, le Mali, le Burkina. Bref, donc on fait 15 pays, plus 3 pays de la diaspora, parce qu'en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, où nous avons des diasporas intéressantes, eh bien, nous pensons qu'également sur ce plan-là, il nous faut mobiliser cette communauté diasporique qui est le meilleur des deux mondes, parce qu'à la fois, elle vit dans un espace où en général il y a un niveau de développement, de maturité des écosystèmes qui est intéressant, et en même temps elle reste farouchement attachée à son continent, indépendamment du pays d'origine, je dis bien à son continent, et du coup c'est assez intéressant parce qu'on pense que cette communauté diasporique peut constituer un déclencheur, un déclic en incarnant ce que j'appelle le meilleur des deux mondes. Donc, voilà, très content que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, dans notre évolution, en tout cas pour ce qui concerne NGE Impact, nous allons dans une direction où aujourd'hui, nous sommes dans la mise en place donc d'un programme d'accélération, parce qu'une fois que nous avons sélectionné les meilleures startups comme nous le faisons dans le cadre d'Africa Pitch Roadshow, dans les 15 pays comme indiqué, les 3 pays de la diaspora, on les fait venir à Casablanca une semaine avant Hub Africa, et puis par la suite, donc, on leur organise un ensemble de rendez-vous, de meetings avec d'autres acteurs, en plus du network qu'ils créent avec leurs confrères d'autres pays africains. Mais on considère qu'aujourd'hui, sur ces 50 que nous avons, en moyenne, les 20-25 meilleurs, on va les faire rentrer dans ce qu'on appelle un programme d'accélération avec un ticket d'entrée allant de 30 à 50 000 euros pour démarrer. Et ensuite, après 3 mois d'accélération, le but, c'est de les aider à lever les fonds pour permettre de faire grandir donc leur projet. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la pandémie du coronavirus. Finalement, le coronavirus, un levier, un handicap ou juste une nécessité de réadaptation contextuelle? La crise du Covid, je pense, a eu comme premier effet, pour en tout cas ceux qui se sont interrogés sérieusement, a été un révélateur. Un révélateur, pour certains, des vulnérabilités de leur dispositif de gestion de crise, de leur système de santé, de leur système d'éducation, parce qu'il a fallu continuer. L'État, c'est la continuité, continuer à offrir des services d'éducation aux enfants, à l'école, à l'université, etc. Il a fallu soigner et on a vu, c'était un peu panique à bord quand la maladie a commencé la pandémie a commencé à se propager sur le continent. Chacun a commencé à refaire un peu pays par pays le compte en termes de nombre de lits et de capacité d'accueil. On a vu qu'on était relativement loin du compte. Mais c'est la belle nouvelle, et je rebondis sur la deuxième partie de votre question. La bonne nouvelle, c'est le fait qu'on a été subjugué par la capacité d'initiative, d'innovation des jeunes. Et on a un peu le sentiment que dans beaucoup de pays, en fait, c'est cette ingéniosité portée par les startups, par la société civile, par les professionnels de la santé, en bonne intelligence collective, qui a permis, dans bien des cas, de pallier les insuffisances de notre système, à la fois de santé, mais aussi d'éducation. Aujourd'hui, commencer par exemple à produire localement des respirateurs, des thermomètres à infrarouge,
fabriquer des masques, on l'a vu, des solutions hydroalcooliques, etc. L'air de rien, ça s'est fait en l'espace de 3 mois. Ça veut dire que vous avez des pays qui ont fait en 3 mois ce qu'ils n'ont pas fait en 20 ans. Comme quoi, face à la contrainte, on voit comment est-ce qu'on a cette capacité, je dirais pas de résilience, on est encore dans la résistance. La résilience, c'est après la crise, c'est là où on saura mesurer vraiment le degré de résilience des uns et des autres. Mais pour l'instant, on a su résister. Et je vous rappelle qu'au début de la pandémie, vous vous rappelez de tous ces déclarations ici et là, parfois un peu irresponsables, peut-être dues à la panique, où on disait que ça allait être l'hécatombe sur le continent. Et pour le coup, on a l'impression qu'on s'en est plutôt bien sorti sur le continent, comparativement aux États-Unis, par rapport au contenu de ce qui s'est passé en Europe, notamment en Espagne, en Italie et même en France. Et donc sur ce plan, malgré des taux d'équipement plus faibles, que quelque part on a su mieux gérer. Il faut dire que les dispositions et même si dans l'implémentation il y a eu parfois un peu d'hésitation ou de difficultés de mise en œuvre immédiate, mais en tout cas les États africains ont plutôt bien réagi, ont pris les dispositions qu'il fallait, à la fois sur le plan sanitaire, les dispositions qu'il fallait, avec pour certains confinement ou pas. D'ailleurs, certains, très honnêtement, ont dit voilà, nous sommes dans un pays où 98% de la population est dans l'informel, nous ne pouvons pas confiner. D'autres pays ont confiné. Je vis au Maroc, où le pays a été confiné quasiment 3 mois. Nous en sortons depuis à peine le 10 juin. Les aéroports sont encore fermés. Et pendant cette phase-là, eh bien, on a vu combien est-ce que les entrepreneurs, les entreprises, le gouvernement ont su être, entre guillemets, imaginatifs et, je dirais, se tracer un chemin, se tracer des sillons. Pour certains, ça a même été beaucoup d'opportunités. Quand je vois, par exemple, tel que le Maroc, qui aujourd'hui est capable de fabriquer ses propres respirateurs, qui a été capable, par des startups, de fabriquer leur propre thermomètre à infrarouge, c'est l'espace de 3 mois. Et qui aujourd'hui se prend à rêver de relocaliser une partie de la chaîne de valeur qui auparavant était réalisée en Chine et pour qui maintenant, pour des raisons de sécurité et du fait de sa proximité avec l'Europe, pense les relocaliser au Maroc. Je pense que c'est un signal intéressant. Je pense que d'autres pays tels que l'Éthiopie, l'Égypte, des pays qui ont créé une base industrielle, un début d'écosystème, je pense se prennent à rêver également d'être de nouveaux hubs industriels pour capter cette chaîne de valeur, en tout cas cette partie de la chaîne de valeur qui auparavant était réalisée dans cette grande usine du monde qu'est la Chine. Alors Alioune Gueye, vous êtes un serial entrepreneur, comme vous-même aimez vous qualifier. Vous êtes passionné par l'entrepreneuriat, le renforcement des capacités et l'innovation. D'où tenez-vous cette passion? Tiens, voilà une question que je me suis jamais posée. Alors, en fait, je pense que, et je crois que dans l'un ou dans l'autre, c'est pas encore une fois un jugement de valeur, et il faut les deux. Je pense que vous avez 2 catégories de personnes. Vous avez des personnes qui pensent en action. Ça veut dire que quand elles conçoivent des choses, tout de suite, elles voient comment les matérialiser. Je pense que je suis un peu de cette catégorie-là, parce que chaque idée, pour moi, est une entreprise ou un produit. Vous avez évoqué l'Afrikios. Quand j'ai créé l'Afrikios, il y a maintenant 21 ans, la question du leadership des dirigeants sur le continent me paraissait un point clé, notamment dans les entreprises publiques, parapubliques, etc. Et donc, j'ai créé une entreprise, Top Management Afrique. Ensuite, c'est poser la question du capacity building, du renforcement des capacités, du middle management, parce que c'est bien d'avoir une stratégie, mais c'est mieux de la voir se réaliser sur le terrain. Et pour ça, il faut des formations, du renforcement des capacités continu pour les cadres du secteur public comme privé. J'ai créé une société qui s'appelle Priorité Formation. Puis, c'est poser une question avec une grande entreprise à l'époque, la SECNA, pour ne pas la nommer, qui avait des problématiques de prise en charge médicale de ses collaborateurs ne pouvant être soignés localement dans les pays où la SECNA est présente.
Et donc, nous avons imaginé et mis en place un modèle qui nous permette de prendre en charge des patients venant des pays de la sous-région, à Casablanca d'abord, depuis maintenant 2000, on fait ça depuis 2000, et puis en Tunisie où nous avions ouvert en 2006, de manière à pouvoir maîtriser les dépenses de santé, mais auparavant, au préalable, réorienter à la fois géographiquement, donc sur le Maroc et la Tunisie, stratégiquement, des patients qui traditionnellement allaient en France, en Belgique, etc. Et on sait ce que ça coûte, plus la question du coût. Ça coûte 3 fois moins cher de se soigner aujourd'hui au Maroc plutôt qu'en France, en Belgique, etc. Donc c'est dans ce cadre que j'avais créé donc Hippocrate. Et puis ensuite, la question, on parle du nouvel ordre mondial de l'information, de l'importance de prendre la parole, de changer le narratif. Je ne suis pas du tout journaliste, mais j'ai créé une revue qui s'appelle Africa Business Journal, qui fête maintenant 10 ans, et qui aujourd'hui, en termes d'intelligence économique, c'est plus de 8000 pages de contenu, permet de mieux comprendre la dynamique des secteurs, les manœuvres des acteurs sur le continent, ou alors des investisseurs qui viennent sur le continent. Voilà, donc c'est de manière très pragmatique. Donc je disais, il y a 2 catégories, certains qui pensent en action, et puis d'autres également qui agissent en pensée. Et je crois qu'il faut des deux. Et pour répondre à la question, je pense que c'est le caractère peut-être très pragmatique, même quand on a fait des études relativement longues. En général, quand on fait un doctorat, c'est plutôt pour enseigner, etc. Mais je pense que ce souci de l'impact de ce que nous faisons, d'avoir un retour par rapport à ce que nous faisons, nous a poussé dans cette voie, alors que je ne suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Voilà. Donc, voilà la réponse que je peux vous donner. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'entrepreneuriat en Afrique? Est-ce qu'il avance dans la dynamique souhaitée? Alors, j'avoue qu'il y a plusieurs temps. Je trouve que très régulièrement, les rapports que vous lisez tous, que vous connaissez, nous rappellent que le continent africain doit créer chaque année 30 millions d'emplois pour accueillir ces jeunes qui viennent sur le marché du travail. Alors c'est vrai que j'ai souvenir qu'à l'occasion d'un pitch, dans le cadre de African Pitch Roadshow que j'évoquais tout à l'heure avec Hub Africa, j'ai eu l'occasion de faire un pays de la sous-région d'Afrique occidentale dont je tairai le nom, et à l'ouverture, donc un des ministres me confiait que dans son pays, il y avait cette année à peu près 3000 postes budgétaires ouverts pour des postes de fonctionnaires. Et il était choqué parce que lui-même en fait était entrepreneur dans une autre vie, donc il comprend parfaitement. Et il était choqué qu'il y ait eu plus de 950 000 candidatures. Alors quand j'essayais de comprendre qu'est-ce qui motivait un tel engouement pour des carrières de fonctionnaires, je me dis mais c'est très simple. Les gens ne savent même pas que l'entrepreneuriat entre guillemets existe, dans le sens où ils n'ont jamais entendu ça à l'université. Leur prof n'a jamais prononcé le mot entrepreneur à l'université. Donc ils ont des maîtrises, des doctorats qui sont bien souvent très décalés du système productif et de ce qu'attendent les entreprises. Et par conséquent, l'entrepreneuriat ne fait pas partie d'eux. Et du coup, c'est pour ça qu'en réalité, je trouve que c'est en tout cas une des explications qui nous motive à pousser et à investir davantage encore dans l'entrepreneuriat pour susciter des vocations. Parce que je crois que c'est important de dire que c'est vrai, on peut avoir envie de faire une carrière de fonctionnaire, d'être un professeur d'université, d'être inspecteur des impôts, douanier, que sais-je. Mais que également, on peut travailler dans le privé et également, c'est une voie que de s'investir dans l'entrepreneuriat. À bien des égards, pour répondre maintenant à l'autre partie de votre question, on a le sentiment que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu des entrepreneurs quelque part un peu subis. Je ne sais pas si c'est, mais dans certains pays, je pense à un pays tel que le Sénégal, il fut un temps où le gouvernement avait lancé un programme qui s'appelait le programme Maîtrisard chômeur, si je me rappelle bien, c'était ça. Et en fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des maîtrisards en géographie, des licenciés en sociologie, etc., qui se sont retrouvés à la tête de boulangeries, etc.
c'est un peu comme si c'était un peu une espèce de ce que j'appelle l'entrepreneuriat subi. C'est pas les gens qui ont fait le choix d'eux, mais du fait de leur difficulté d'insertion dans la vie active, eh bien, ce programme-là apparaissait comme une dernière chance. Et c'est pour ça que, au-delà maintenant de votre question, je trouve que nous nous battons pour qu'on fasse rentrer le plus tôt l'entrepreneuriat, à l'école. Alioune Gaye, vous suggérez de repenser le système éducatif sur le continent. Alors, est-ce que vous pensez qu'en termes d'accompagnement, en termes de facilitation, les pouvoirs publics jouent pleinement leur rôle? Alors, en fait, vous avez je pense que cette question est assez complexe parce qu'en fait, elle demande en réalité la mise sur pied d'un écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut les pouvoirs publics. Je crois que c'est important, c'est eux qui donnent qui sonnent le là, comme on dit. Il faut également un minimum de tissu, je dirais, d'entrepreneurs qui aient déjà fait un ensemble de choses pour qu'il y ait un retour et qu'ils puissent partager des expériences, etc. Il faut qu'il y ait également des startups dans des secteurs très variés. Il faut des structures d'accompagnement. Donc, on comprend qu'en fait, c'est un écosystème où il y a plusieurs parties prenantes. Aujourd'hui, avoir simplement un gouvernement qui lance, qui initie, etc., mais s'il n'y a pas de retour de la société civile, des startups, des structures d'accompagnement, etc., ça ne se fera pas. Voilà, je crois qu'on doit le comprendre comme ça, où chacun doit faire un peu sa part. Bien que, je le concède, effectivement, si aujourd'hui, en nommant un gouvernement, on décidait de nommer un ministre en charge de l'entrepreneuriat, je pense que ce serait un signal très fort que pour le gouvernement, eh bien, la question de l'entrepreneuriat est une question essentielle qui se traduit même par l'introduction de l'initiation à l'entrepreneuriat, de la mise en place d'un statut d'étudiant entrepreneur, de la mise en place d'activités d'accompagnement, etc., déjà au sein de l'école. Et à partir de ce moment, on susciterait des vocations. C'est un peu la poule et l'œuf, il faut bien que ça commence quelque part. Et puis après, je pense que d'abord, ça peut réveiller un ensemble de vocations qui sont peut-être là, mais qui sont latentes, faute de cadre. Et puis, au besoin, mettre aussi les institutions financières, les institutions de financement, je dirais, qui viennent avec. Parce que on le comprend, plus tout ce qui va en termes d'accompagnement. Parce qu'en réalité, la question de l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'une question financière. Financer des startups sans leur donner l'accompagnement, c'est les vouer à l'échec. Et avoir de l'accompagnement sans un ticket d'entrée, notamment ce qu'on appelle les fonds d'amorçage, c'est également les vouer à l'échec. Donc, il faut de tout. Et c'est pour ça que je pense que l'expression appropriée là, c'est vraiment la mise en place d'un écosystème qui stimule l'acte entrepreneurial. Et ça passe effectivement par des signaux forts portés au plus haut point par les gouvernements. Maintenant, quitte aux entrepreneurs, aux structures d'accompagnement de prendre le relais pour pouvoir justement les traduire par plus de start-up, plus d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. Voilà. Et quelle est la spécificité de l'entrepreneuriat en Afrique par rapport aux autres régions du monde? Alors, si je dois vous répondre en une phrase, en un mot, qui me frappe beaucoup, ça fait quand même un bon bout de temps que je parcours ces différents pays. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la frugalité. Ça, c'est un point, je pense, distinctif de l'entrepreneuriat sur le continent, parce que nous n'avons pas beaucoup de ressources, et donc il nous faut innover avec peu. Je le vois dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'agribusiness, je le vois dans le secteur même parfois technologique, où du fait de la rareté des ressources, nos entrepreneurs ont complètement épousé ce terme indien, jugad, qui veut dire frugalité en hindi, et qui, en fait, c'est de se contenter de ce que l'on a sur le terrain. Parce que si on attendait d'avoir toutes les conditions pour réussir, on ne démarrerait jamais. Voilà la réalité. Ça, c'est vraiment un point distinctif. Le deuxième point, si je peux en ajouter un autre, le deuxième point distinctif qui me frappe beaucoup,
j'ai très rarement. Aujourd'hui, c'est des milliers de startups. Parce que, vous savez, quand on va dans un pays, on travaille toujours avec des partenaires locaux. Et donc, ces partenaires, en fait, avant notre arrivée, font un appel à concours où nous avons entre 70 et 100 startups qui viennent candidater. Sur la base d'un premier tri, on en garde à peu près une vingtaine. Et avec le jury, donc on passe ces 20 et on retient 3. Ce sont les 3 meilleures startups par pays qui sont invitées par nos soins, qui sont prises en charge complètement pour venir faire le bootcamp à Casablanca, etc. Et donc, ce qui me frappe, donc j'ai vu beaucoup de startups, mais j'ai très rarement vu, c'est vraiment 1 pour 1000, des startups qui me disent quand vous faites ça, c'est quoi votre vision, etc., qui vous dit je veux gagner de l'argent, je veux être milliardaire. Très souvent, ce sont des startups qui ont vu des situations dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé, dans le secteur des mines, etc., où ils pensaient pouvoir apporter quelque chose avec un impact pour la communauté. Ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Ça montre que y a une dimension un peu humanité qui était proche à nos réalités socioculturelles sur le continent, où en fait c'est la communauté qui l'emporte sur l'individu. Donc frugalité et sens profond de la communauté et de l'impact. Voilà ce que j'en retiens. Et puis, il y a aussi sur le continent de plus en plus de programmes de soutien à la création d'entreprises. Vous semble-t-il efficace pour résorber, pour venir à bout du problème du chômage des jeunes? Ce serait prétentieux de dire que aujourd'hui ces programmes vont résoudre. Je pense qu'on a un problème très sérieux au niveau de l'éducation. Vous savez, les systèmes d'éducation que nous avons aujourd'hui sur le continent sont des systèmes qui privilégient la répétition. Qui est premier de la classe? Je vais caricaturer un peu. Et premier de la classe, celui qui est capable de répéter la leçon qu'il a apprise en classe. Pas forcément celui qui est imaginatif, créatif, etc. Et c'est celui-là qui porte parfois le bonnet d'âne d'ailleurs. Donc, et je trouve que par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons, qui commande aujourd'hui adaptabilité, innovation, créativité, etc., ce ne sont pas des qualités que l'on développe en ne faisant que réciter des leçons apprises en classe. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde des systèmes d'éducation qui sont plus, entre guillemets, qui ont fait beaucoup plus de progrès ailleurs, on voit que aujourd'hui, on insiste davantage sur la créativité, sur le travail en équipe, etc. Même dans la disposition des classes. Quand vous regardez des classes primaires, pour prendre des choses comparables, en Finlande, en Suède, en Corée du Sud ou ailleurs, vous allez voir souvent, ce sont des tables qui sont en cercle, ou en tout cas, les gamins sont autour d'une table et où chacun contribue, je dirais, à co-créer la leçon. Regardez des salles de classe dans nos pays, quand elles ne sont pas à l'air libre. Enfin bref, quand les enfants sont couverts, vous allez voir, c'est des tables qui se suivent les unes les autres. Et donc, aujourd'hui, on le sait, le futur appartient à l'intelligence collective, pas aux intelligences individuelles. Et aujourd'hui, il nous faut aussi garder à l'esprit cette réalité qui n'est pas de moi, qui a été développée par Howard Gardner, qui parle de ce qu'il appelle les intelligences multiples. Les intelligences des individus, elles sont de plusieurs ordres. L'intelligence peut être une intelligence musicale, ça peut être une intelligence logico-mathématique, ça peut être une intelligence créative. Nous avons plusieurs types d'intelligence émotionnelle, nous avons plusieurs types d'intelligence. Or, aujourd'hui, malheureusement, par cette sélection bête et méchante, on se retrouve avec, je dirais, une sélection où les meilleurs sont ceux qui sont capables de recracher intégralement à la virgule les cours qu'ils ont appris en classe. Or, aujourd'hui, il ne s'agit pas de répéter. Il s'agit d'être capable, d'être inventif, d'apporter des solutions face à une problématique à laquelle vous êtes exposé, etc. Et donc, naturellement, on retrouve à la sortie de ces universités, de ces écoles, etc., des personnes qui ont la tête bien pleine
mais mal faites et qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Ils ne peuvent même pas vous écrire un mail correct. Ils ne savent pas avoir les attitudes qu'il faut en milieu professionnel. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que tout simplement, ils n'ont pas été préparés à cela. Donc, on a un sujet de fond qui est la question de l'éducation, où il nous faut impérativement, je pense qu'il nous faut des assises africaines de l'éducation. Il nous faut réinventer le rapport à l'éducation, au savoir, etc., dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous avons commencé notre conversation sur justement l'agilité dont on fait preuve, justement les jeunes dans cette phase-là. Très souvent, ce sont des gamins qui sont dans des écoles professionnelles, techniques, etc., donc qui mettent la main à la pâte. Ce ne sont pas des sociologues, ce ne sont pas des anthropologues, ce ne sont pas des historiens, ce ne sont pas ceux-là qui ont innové. Et je crois que sur ce plan-là, nous avons un sujet très sérieux. Il y a donc très clairement une inadéquation fondamentale entre l'offre de formation et ces jeunes que nous faisons, je dirais que nous mettons sur le marché du travail et ce qu'attend l'entreprise. Il y a donc un gap extrêmement important qui fait que ce n'est pas qu'un problème de nombre. On parlait tout à l'heure de ces 30 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. S'ils étaient qualifiés, eh bien, ils seraient recrutés et ou auraient créé leur entreprise. Parce que ne l'oublions pas, les emplois dont on parle, ils sont créés par qui? Par les entreprises. Mais ces entreprises, elles sont créées par qui? Par les entrepreneurs. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui les tendances lourdes, dans l'intelligence artificielle, dans le cloud, dans le big data, dans l'IoT, bref, dans tous ces secteurs naissants, il y a là des gisements d'emplois potentiels, mais du fait que nous ne formions pas les intelligences du futur, malheureusement, nous nous interdisons l'accès à ces secteurs, à ces emplois-là. Donc, je pense qu'il y a déjà vraiment cet écart. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de progrès sont faits par des organisations parfois internationales, par des gouvernements locaux, par des associations d'entrepreneurs qui, de manière, je dirais, en tant que société civile, font des choses. Mais il faut un programme massif parce que ça reste encore extrêmement marginal et souvent concentré principalement dans, entre guillemets, dans les capitales. Et donc, il n'y a pas un égal accès à ces outils-là, d'autant que sur ce plan-là également, ne l'oublions pas, Internet constitue parfois une fracture territoriale qui font que nous n'avons pas peut-être la même qualité de connexion à Libreville où vous êtes, dans le Haut-Ogooué ou à Franceville, voire à Port-Gentil. Donc, je crois que c'est important. Nous vivons ces fractures-là un peu partout sur le continent où certains sont, entre guillemets, bien servis en termes de connexion, d'autres ne le sont pas. Et d'ailleurs, on a vu, une des vulnérabilités qu'on a vues, justement, c'est le fait que, en termes de continuité pédagogique, ceux qui avaient une bonne connexion, accès à un ordinateur, parvenaient à suivre les cours, les autres étaient complètement exclus. Or, il n'y a pas des citoyens de seconde zone. Ce sont tous des citoyens, ce sont les enfants d'un même pays et qui doivent avoir, où qu'ils soient sur le territoire, le même accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités. Et justement sur ce sujet, la crise ou la pandémie du coronavirus a entraîné un certain nombre de chamboulements dans les programmes scolaires. Il y a fort heureusement un certain nombre de pays qui sont arrivés à dérouler leur programme convenablement. Il y en a d'autres, comme certains qui, malheureusement, se sont retrouvés en train de déclarer l'année blanche. C'est une tragédie parce que une année blanche, il faut imaginer ce que ça veut dire à l'échelle d'un pays. C'est comme si vous disiez, pour donner un parallèle, que pendant une année, les cadres, les collaborateurs censés produire la richesse qui constitue le produit intérieur brut ne travaillent pas. D'ailleurs, beaucoup de pays, pour poursuivre sur cette idée, ont déjà, compte tenu des contraintes du confinement, etc., annoncé qu'elles allaient perdre 1, 2, voire 3, 4 pour certains points, je dirais, de la croissance de leur PIB. Or, justement,
plus que jamais, nous avons besoin de renforcer la qualité de l'éducation, parce qu'on le sait, finalement, qu'il s'agisse des comportements parfois peu civiques que nous avons observés, qu'il s'agit du non-respect de certains gestes dits gestes barrières, de tout ce que l'on voit par ailleurs dans nos pays, c'est dû à quoi? C'est dû à un problème, entre guillemets, d'éducation. Qu'est-ce qui fait que, eh bien, la pandémie n'a pas eu les mêmes impacts dans les pays du nord de l'Europe, pour prendre des pays tels que le Danemark, la Finlande, etc. Mais parce que la population y est éduquée au sens instruit. La population y est éduquée, donc on sait ce que c'est que des gestes barrières, on sait ce que c'est que des distances minimales, etc., etc. Donc d'ailleurs, le port du masque n'y a même pas été obligatoire, il n'a même pas été conseillé. Donc vous voyez, voilà un peu. On se rend compte que l'éducation, c'est l'alpha et l'oméga incontournable d'un pays. Aucun pays n'émerge avec une population ignorante et non éduquée. Ça n'existe pas. Tous les pays qui ont progressé, tous les pays qui ont émergé, ce sont des pays qui ont mis l'accent sur l'éducation. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Malheureusement, nous avons une réalité aussi sur notre continent qui est que nous avons des élections présidentielles qui me semblent trop rapprochées et qui font que finalement, on est en permanence en campagne électorale. Et donc, il y a un écart de termes entre un terme présidentiel et le terme que demanderait justement une réforme de fond en comble de l'université, de l'école, de l'éducation, qui demande 20 ans. Entre ces 20 ans-là et les 5-7 ans, il y a un écart qui font que c'est toujours l'éternel recommencement. Un nouveau gouvernement arrive, et on rentre dans autre chose. Le temps qu'il commence quelque chose, l'autre vient, change tout, recommence le tout. Bref, ce nid de Sisyphe, on recommence à chaque fois à zéro. Et vous êtes aussi un féru d'innovation, de nouvelles technologies. Et d'ailleurs, vous dites souvent que le code est le nouvel alphabet du 21e siècle. Cette question, elle est venue parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, il nous faut massivement former des jeunes à ce nouvel alphabet. Quand vous prenez votre téléphone, quand vous prenez votre ordinateur, les applications, etc., tout marche avec Internet. Et d'ailleurs, imaginez un seul instant que pendant cette phase, parce que je crois que c'était une phase où on voit bien en termes de laboratoire comment se comportent les uns et les autres, imaginez que nous n'ayons pas eu d'ordinateur, nous n'ayons pas d'Internet. Comment allions-nous faire pour continuer à travailler, à faire des Zooms, des réunions, des webinaires, des salons, des forums, etc., à continuer à télétravailler? Or, c'est vrai, on a été perturbé, plus ou moins selon les niveaux de maturité digitale des pays, mais globalement, les entreprises ont continué à travailler, les conseils du gouvernement ont continué à se tenir en visioconférence, les cadres ont continué avec leurs collaborateurs à travailler à distance avec le télétravail, les élèves ont pu suivre leurs cours également grâce aux prodiges de l'EduTech. Mais tout ça, derrière tout ça, en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la base de tout ça? C'est le code. Et encore une fois, pour revenir sur la conversation de tout à l'heure, quand on donne aux gamins cette capacité aujourd'hui de s'approprier le code, de maîtriser le code, eh bien, on lui donne un passeport pour un emploi. Parce que c'est là qu'on se rend compte, et c'est très marquant. Moi, j'étais frappé de voir que beaucoup de gamins, quand ils commençaient leurs cours de code, etc., mais certains, en l'espace de 5 séances, terminaient le programme de robotique, etc., qui était prévu sur toute une année. Ça veut dire qu'ils ont une intelligence prodigieuse qui leur a permis très rapidement de comprendre le langage et donc de créer leur propre jeu. Et donc, quel plaisir de voir un gamin concevoir lui-même ses propres jeux, donc d'être acteur de son loisir, plutôt que d'être passif derrière sa télévision à regarder ou derrière sa manette de manière addictive à jouer sur son jeu. Et je crois que c'est ça en fait. À travers ça, c'est de montrer que dans ces décennies qui arrivent, qui sont des décennies du savoir, de l'intelligence,
que l'Afrique est bien partie et que nous avons le même quota de gens intelligents, de jeunes intelligents un peu partout. Et c'était ça, en fait, mon challenge. C'était de montrer, de démontrer cela. Et je ne suis pas déçu quand je vois tous ces jeunes prodiges qui font des choses extrêmement intéressantes grâce au code. Et je pense qu'il nous faut massifier cela. Il nous faut aujourd'hui une taille critique qui, justement, permette de faire en sorte que, eh bien, on apprenne le code. D'ailleurs, dans les programmes aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, on vous demande aujourd'hui, au terme d'un cursus scolaire primaire, de savoir lire, écrire, compter et bien entendu coder. Ça veut dire que ça devient aujourd'hui une compétence aussi importante que de savoir lire, écrire ou compter. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons pas rater ce train-là. Et je pense encore une fois que là aussi, les ministères de l'Éducation nationale, dans la refonte et le re-engineering des cursus scolaires, doivent s'emparer de cette question et introduire la question du code, je dirais, dans les cursus scolaires et le plus tôt possible. On peut commencer à coder dès 5 ans. Je dis bien dès 5 ans. Et sur ce plan-là, je pense que nous serons surpris de l'ingéniosité, je dirais, de tous nos jeunes gamins qui ont sur ce plan-là une vitalité créatrice et une imagination complètement, je dirais, remarquable. Et c'est une belle transition pour revenir justement sur votre initiative, le Happy Coders Academy. Parlons-en si vous le voulez bien. Voilà, en fait, c'était ça. Donc, Happy Coders Academy, donc c'est une structure qui a vu le jour d'abord au Maroc. Et l'idée, en fait, c'était justement d'étendre son envergure, sa dimension, je dirais, au-delà des frontières, parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement au Maroc. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec des associés, donc, nous avions créé la première filiale de Happy Coders, donc, au Sénégal. Et puis ensuite, ça s'est développé dans d'autres pays. Et donc, il y a un plan pour pouvoir couvrir le continent. Mais je crois que ce qui est important, c'est le fait que d'autres initiatives également vont dans le même sens, parfois portées par des acteurs qui sont dans les télécoms aujourd'hui, qui initient également au code. Là, je crois que ce qui est important, c'est vraiment que nous ayons une masse critique. Donc plus il y aura de Happy Coders, mieux ce sera. D'accord. Et qu'est-ce qui peut rendre, à votre avis, les financements en direction de l'éducation plus efficaces en termes de contenu des programmes dans le domaine du numérique? Il faudrait démarrer d'abord par des opérations pilotes. Vous voyez, moi, je pense qu'une des grandes leçons, j'ai profité de cette période de confinement, comme on était un peu, je dirais, limité dans les déplacements, etc. Donc, pour rédiger les 10 leçons. Quelles sont les 10 leçons que m'ont inspiré cette crise sanitaire et économique du Covid? Et une des leçons, pour moi, c'est celle qui consiste à ne pas planifier trop loin. Parce qu'aujourd'hui, un dispositif qui consisterait à dire je planifie, j'organise, je mets en place un prototype, je fais un essai, j'évalue, c'est trop long. Aujourd'hui, la crise, ce qu'elle nous apprend, il faut agir et apprendre. Et entre les deux, avoir des mises à niveau en termes d'information pour capitaliser sur ce qui a marché et corriger ce qui n'a pas marché. Donc c'est plus j'agis, j'apprends, j'avance. Alors la pandémie du coronavirus, pour y revenir, a bousculé quelque peu les modes d'enseignement partout dans le monde. Est-ce que ce sont des signes ou est-ce qu'il faudrait les lire comme des signes avant-coureurs de nouveaux paradigmes pédagogiques? C'est une très bonne question parce que j'ai souvenir quand je suis arrivé au Maroc, j'avais organisé le premier c'était en 93-94, le premier colloque international sur justement le e-learning. Et déjà cette question un peu se posait de la formation à distance, etc.
Aujourd'hui, ce que l'on a vu, et on a vu que dans les pays notamment développés, il n'y a pas eu de difficulté en réalité en matière de continuité pédagogique. Sauf dans certaines communautés souvent immigrées où les parents ne parlaient pas le français ou le hollandais ou le danois, etc. et qui donc ne pouvaient pas soutenir leurs gamins. Donc là, c'est plus, entre guillemets, c'est pas lié à un fait technologique, c'est un fait social qui fait que le gamin reçoit son cours, suit le cours, etc. mais le parent à côté ne peut pas l'accompagner. Bien. Mais pour le reste, technologiquement, ça n'a posé aucun problème. Les universités ont dispensé les cours, etc. Et déjà, beaucoup d'écoles, d'universités, d'écoles polytechniques, etc., dans leur dispositif. Et dans le cas d'une pédagogie dite inversée, avant que l'étudiant ne vienne en cours, il a déjà suivi le cours en ligne, a déjà fait un ensemble de sessions, entre guillemets, a déjà fait un ensemble de sessions d'exercices, etc. Donc finalement, parce que tellement de contenu est déjà disponible en ligne, ça redéfinit même le rôle de l'enseignant et du professeur, qui devient finalement un animateur. Ça veut dire que là où vous n'avez pas compris, il vous débloque. Et je pense que, pour répondre à votre question, aujourd'hui, je ne pense pas que tout va être, en tout cas en matière d'EdTech, donc d'éducation, de e-learning, etc., que tout va être complètement digitalisé. Non. Je pense que il y a aujourd'hui comment vous allez faire si vous faites un cours de chimie, faire des expériences, etc. Il vous faut un matériel. Il faut toucher. Le learning, là, comme on dit, c'est du learning by doing, d'accord ? C'est pas une formule mathématique qu'on apprend comme ça sur un cours. Mais donc je pense que c'est à la fois une excellente opportunité parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au fin fond de l'Inde, du Botswana ou du Mali, aujourd'hui je peux suivre un cours du MIT, d'une des meilleures universités mondiales, mais ensuite toute la question c'est un peu comment est-ce que parce qu'on n'apprend pas seul non plus, comment est-ce que je peux derrière avoir des communautés d'apprentissage qui font que quand nous avons seul suivi un cours en ligne, comment est-ce que je peux, pour susciter des questions, répondre à des préoccupations auxquelles je n'ai pas pu répondre ou poser des questions sur des difficultés que j'ai eues, avoir une communauté avec des facilitateurs justement qui nous décryptent un peu et qui nous apportent des solutions pour mieux comprendre et nous approprier le cours. Je pense que c'est plus sur ces questions d'accompagnement aujourd'hui qu'il nous faut parier pour pouvoir y arriver. Mais déjà, on voit, j'ai vu... quand je vois une université comme l'UVS, par exemple, au Sénégal, pour prendre des exemples africains, l'université virtuelle du Sénégal, qui aujourd'hui compte 35 000 étudiants, c'est énorme. Et je trouve que c'est encore important dans le fait qu'aujourd'hui, un étudiant peut se retrouver à l'autre bout du territoire, puisque dans ce cas, la chance, c'est que pour tous ceux qui sont dans cette université et qui suivent des cours en ligne et à distance, eh bien, l'État leur donne un ordinateur et la connexion Internet. C'est indispensable. Et donc, ce gamin peut être, je dirais, au fin fond de son village, à l'autre bout du territoire, et suivre un cours de classe mondiale en mathématiques. Et donc, du coup, on démultiplie les opportunités d'apprentissage, et donc on ne gaspille aucun talent. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il y a énormément de potentiel, même en termes d'aménagement du territoire. Ça participe de l'aménagement du territoire, de l'égalité des chances à l'éducation, que de généraliser donc cette éducation en ligne, mais à mon avis, qui doit être, je dirais, assortie de certaines, je dirais, formes de réunion, de facilitation, etc. En clair, l'éducation va être digitale, oui, mais elle doit aussi être physique. Donc pour moi, elle va être de plus en plus figitale, physique et digitale. Digitale avec les cours classiques, les cours fondateurs en ligne, mais en même temps avec des séances de travaux pratiques, de décryptage, de facilitation, portés par des animateurs qui n'ont pas besoin d'être forcément un professeur docteur en ceci, cela. Ça peut être par exemple un étudiant thésard,
ça peut être un alumni, un étudiant qui est par exemple en 4e année, qui va venir apporter du soutien à ses jeunes frères et jeunes sœurs qui sont en 2e année. Voilà un peu comment je vois. Donc, bref, il nous faut imaginer aujourd'hui comment tirer parti de toutes ces possibilités aujourd'hui de l'éducation digitale. Et sur ce plan-là, je pense que nous pouvons faire énormément encore. Alors, Alioune Gueye, nous sommes presque au terme de cette émission. Un mot ou un conseil à l'endroit de la jeunesse africaine? Un verbe, oser. Je pense que c'est vraiment, c'est la signature de notre groupe, c'est l'Afrique qui ose. C'est l'Afrique qui arrête de pleurer, de dire c'est la faute des autres, etc. C'est d'oser. Et oser, c'est agir avec le risque de se tromper. Il faut réhabiliter ce droit à l'échec. Nous avons le droit de nous tromper. Nous avons le droit de faire des erreurs. C'est justement là. On l'oublie trop souvent. Les échecs, c'est aussi un diplôme. Malheureusement, nous avons trop tendance, surtout en milieu francophone, africain francophone, à stigmatiser les erreurs, alors qu'en fait, elles sont nécessaires. Un gamin un bébé qui apprend à marcher, il tombe, il se relève. Eh bien, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on n'accorderait pas cela à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui se lance dans une formation mais qui se rend compte que c'est pas tout à fait ça qu'il veut, qu'il préférait peut-être faire autre chose, etc. En bref, aujourd'hui, il faut que nous soyons convaincus que l'Afrique est un réservoir de futur. À nous de le voir se réaliser, à nous de le réaliser. On n'hérite pas du futur, on le crée. Et c'est ça que je souhaiterais dire à nos jeunes frères et jeunes sœurs, c'est d'oser et de construire le futur en agissant dès maintenant. Il nous faut ce penchant pour l'action. Voilà. Alors, un peu comme toutes nos précédentes émissions, Leader d'Afrique a une tradition, c'est que vous désignez une, 2 ou 3 personnes que vous verriez vous succéder sur cette émission. Ouf, j'en ai beaucoup. Je vous donnerai 50 tout de suite. Alors, je vous en donne 2, 3 dans le 1000. Parce que la question du leadership est une question importante. C'est une personne, je sais, c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Quelqu'un comme Gilles Attaï, vous ne l'avez jamais reçu encore, je pense que vraiment il serait extrêmement intéressant parce que c'est sa passion. Voilà, il fait que ça et il a lancé un mouvement qui s'appelle Afrique Consciente. Donc sur ce plan, je pense qu'il vous apporterait beaucoup de choses intéressantes. Si vous ne l'avez pas reçu aussi, quelqu'un comme Amadou Diaw, où on a beaucoup parlé d'éducation, il a des idées d'avant-garde. Sur cette question, c'est un des plus grands entrepreneurs de l'éducation de ce continent, pour lequel j'ai énormément de respect. Je pense que c'est aussi une personnalité qu'on gagnerait à écouter. On a parlé de code, quelqu'un comme Douglas Mbiandou qui a lancé l'initiative 10 000 codeurs. Je pense que ce sont des perles. Alors vous avez aussi un que j'apprécie beaucoup, Gilles Akoni, qui parle beaucoup de un peu cette capacité de prendre la parole, prendre la parole et ne pas être simplement dans subir, qui fait des choses merveilleuses en matière de prise de parole en public. Vous avez également, puisqu'on est au Gabon, aujourd'hui quelqu'un comme Stéphane Bell qui, et je pense que dans une question telle que cette pandémie que nous vivons, qui parle de responsabilité sociétale d'entreprise, je crois que c'est une question fondamentale. Jeune, brillant Gabonais qui organise à travers l'Attitude Monde aujourd'hui un forum international sur cette question de la responsabilité sociétale d'entreprise. Voilà, bref, donc, ça c'est toute une émission, si je peux vous en donner encore une bonne vingtaine. Mais merci Alioune Gueye d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Nous allons donc contacter ces différentes personnes en espérant que l'une d'elles vous succède sur Leader d'Afrique.
Merci encore et excellente soirée. Merci infiniment pour votre invitation. C'était un plaisir que d'échanger avec vous. La passion d'Afrique, la passion de formation, la passion de développement. Oui, Alioune Gueye est à la fois un homme de passion, de réflexion et d'action, attaché à la mise en œuvre et aux résultats concrets et palpables. Homme de partage, avec ses 12 indents de la Formule 1 54 ou 154 Formula, Alioune Gueye est un symbole de cette Afrique décomplexée et qui ose, de cette Afrique de la pluralité et des différences, de la diversité, de ce continent où les infrastructures et la logistique sont des facteurs clés d'opérationnalité et de succès et où l'accompagnement est un must et un atout, surtout pour les investisseurs. Ayant à cœur la transformation structurelle des économies de nos pays, avec des emplois à la clé et de la valeur ajoutée, l'intégration à travers des institutions et organisations qui permettent d'accélérer et d'intensifier les échanges et les opportunités, motivé par une claire conscience des enjeux de l'heure, Alioune Gueye navigue, pour ainsi dire, les pieds sur terre entre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation, entre lesquels il n'établit d'ailleurs pas de frontières. Son action, son panafricanisme, son talent et ses compétences méritaient d'être portés au grand public. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir été là et merci de prendre rendez-vous pour le prochain numéro de Leader d'Afrique. D'ici là, portez-vous bien.